Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, nous sommes avec Emmanuel Latraverse qui est dans son char et Mathieu Bock-Côté qui est devant l'Arc de Triomphe et Mathieu qui est tout joyeux, qui est tout guilleret d'entendre que la CAQ va déposer un projet de loi après-demain retirant le Québec de toutes les politiques multiculturalistes du fédéral. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est rien qu'une question d'image? Est-ce que ça va changer en profondeur quelque chose ou c'est rien que du patchage, comme on dit? Tu me prêtes un enthousiasme que je n'ai pas. C'est-à-dire que c'est très bien que la CAQ veuille rompre avec le multiculturalisme canadien, mais sur le fond des choses, on s'en fout parce que le multiculturalisme canadien va continuer de s'appliquer au Québec. Pourquoi? Parce qu'on est à l'intérieur du Canada où domine une constitution qui a le multiculturalisme comme principe fondateur parmi quelques autres. Ce que nous dit la CAQ pour l'instant, elle nous dit on rompt avec le multiculturalisme et on va mettre de côté aussi l'interculturalisme, qui est cette doctrine mièvre, post-référendaire, qui existait un peu avant, mais post-référendaire. Donc, c'était une forme de multiculturalisme à la québécoise. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit on va aller vers la culture de convergence. Non, il est d'accord avec l'interculturalisme, là. Non, moi, pas du tout. Moi, je trouve l'interculturalisme, j'ai toujours trouvé ça. Ben oui, un instant. Mais pour l'instant, le principe qu'ils vont mettre de l'avant... Je fais une parenthèse tout de suite. Mes sources me disent qu'ils s'en vont pas du tout vers l'interculturalisme. Absolument pas. Ils vont inventer une troisième voie qui n'est pas le multiculturalisme et qui n'est pas l'interculturalisme. J'ai hâte de voir comment ils vont nommer ça. Non, mais on le sait, c'est ce que s'appelle la culture de convergence. Donc là, ils vont rompre avec l'interculturalisme, c'est ce que j'en comprends. La culture de convergence, c'est un concept qu'on doit à Fernand Dumont, qui l'avait exprimé dans Raison commune, un de ses livres importants. La culture de convergence, c'est l'idée suivante. La majorité francophone est le pôle d'intégration et la vocation des immigrés est de prendre le pli de la majorité historique francophone. Une fois qu'on a dit ça, on aurait beau avoir la politique d'intégration la plus musclée qui soit de l'histoire de l'humanité puis même de l'univers, elle serait d'une impuissance totale vu les seuils d'immigration que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se retrouve dans une situation où on a tellement d'immigration que même si on met des normes très exigeantes, des normes très élevées, nous sommes débordés démographiquement, noyés, comme disait René Lévesque en son temps. Donc, premier élément, cette politique va être condamnée à l'impuissance parce qu'on a trop de monde à intégrer, ça rend l'intégration impossible. Et deuxième élément, dans le cadre canadien, quoi qu'on en dise, cette politique va être neutralisée par la Constitution canadienne, par le régime canadien, par le multiculturalisme canadien. Donc, encore une fois, la CAQ joue au national. Moi, j'appelle ça du nationalisme cul-de-jatte. Donc, on décide de se muscler les bras, on a des gros bras forts, mais on n'a pas de jambes. On n'est pas capable de bouger, donc on a l'impression qu'on est maître chez nous, mais comme dit si bien Frédéric Lacroix, on est dans les faits en train de passer de maître chez nous à minoritaire chez nous. Donc moi, je trouve que cette politique-là, on peut applaudir le jeu de trompette identitaire de la CAQ. Dans les faits, s'il n'y a pas une logique de réduction radicale des seuils d'immigration et si on ne marche pas vers l'indépendance du Québec, ben on fait rien. Donc, c'est une politique chess-bras. Emmanuel, ça n'empêchera pas les immigrants de créer des ghettos, de parler anglais. On dit qu'on ne touchera pas à la religion. On ne veut pas toucher à la religion. Donc, est-ce que ça va vraiment empêcher l'entrisme? Est-ce que c'est seulement symbolique? Mais moi, je pense que ça peut empêcher... Non, je pense pas que c'est simplement symbolique. L'enjeu, c'est qu'à un moment donné, tu as un gouvernement qui décide de donner cohérence aux efforts d'intégration des immigrants au Québec et d'appliquer ça d'une manière à ce que toutes les institutions du Québec le comprennent. Parce que de toute évidence, il faut écrire les mémos en lettres carrées, surlignés en caractères gras, parce que des commissions scolaires comprennent pas que de laisser des profs expliquer à leurs élèves que les petites filles peuvent pas jouer au soccer, puis laisser des profs faire leurs ablutions en classe, que ça, c'est pas en accord avec nos valeurs et avec les valeurs de l'école québécoise. Donc, de toute évidence, on vit dans une société où il faut tout écrire comme si le monde était en 4e année. Alors là, on fait l'effort de tout écrire comme si le monde était en 4e année. Le problème, c'est comment tu réussis à l'appliquer, tu sais. Moi, j'ai hâte de voir la loi. Quand j'entends le ministre Roberge nous dire aujourd'hui, vous savez, s'il y a une fête culturelle dans un quartier, il faut qu'il y ait un élément de mariage des deux cultures. Fait quoi? Tu fais une fête mexicaine, puis il faut avoir
un 7 carré avec une ceinture fléchée en même temps. Je veux dire, tu sais, c'est comme, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans son application. Et il y a un élément, cependant, où je partage pas entièrement l'analyse de Mathieu, mais il y a un élément qu'on ne peut pas oublier. C'est que le Québec a beau sélectionner ses immigrants économiques. Dans les faits, à partir du moment où il y a de l'immigration de travailleurs étrangers temporaires, il y a les réfugiés, il y a la réunification familiale, il y a les étudiants étrangers, tout ça. Les gens qui viennent au Québec, tant que le Québec ne sera pas un pays, les gens qui immigrent au Québec, immigrent dans la province du Québec, dans le pays du Canada, avec les valeurs du Canada. Et ça, à un moment donné, tu peux essayer de te doter de cadres, tu peux avoir la laïcité, tu peux tout faire. Tu peux pas faire en sorte que les gens immigrent pas au Canada. Tu sais, je veux dire, le Québec n'est pas un pays. Alors ça, c'est une réalité où on a un peu une logique circulaire. Je pense que dans le contexte culturel actuel, il y a le problème en termes de défense de la culture, de la langue québécoise, des volumes sans précédent d'immigration qu'on a eu dans les années passées. Là, tout le monde a décidé de fermer le robinet. On va voir ce que ça donne. Mais tu peux pas non plus faire abstraction de l'espèce d'impérialisme, tu sais, du poids de cette ère numérique dans laquelle on vit, qui fait en sorte que les jeunes ados d'aujourd'hui, etc., sont 1 milliard de fois plus exposés à la culture nord-américaine anglophone qu'ils l'étaient à l'époque où moi j'étais ado, où on était tous visés devant les filles de Caleb, lancés comptes, on se parlait de ça à l'école le lendemain, etc. Maintenant, les jeunes, c'est pas ça qu'ils regardent. Ils regardent Netflix, ils regardent Prime, ils regardent la dernière série. Puis ça, c'est, moi, je suis surprise que depuis le temps que le gouvernement parle de noyade culturelle et de défendre la nation, sur le fond des enjeux culturels liés au numérique, le silence de ce gouvernement-là est absolument assourdissant. Mathieu, j'ai une question à te poser. Je suis souverainiste, tout le monde le sait, mais il y a quelque chose qui m'énerve chez certains souverainistes. C'est que tout ce qui n'est pas la souveraineté, c'est de la chenoute. À un moment donné, je dis, regarde, c'est pas demain matin qu'on va devenir un pays. Est-ce qu'on peut applaudir quand même ceux qui essaient de nous faire un pas en avant? Même si c'est pas exactement ce qu'on voudrait, c'est quand même moins pire, tu sais? C'est quand même non, mais attendez ça, j'ai pas dit que c'est de la chenoute. J'ai dit que c'est pas un diamant. C'est-à-dire que là, on a la puis moi, ce qui m'énerve un peu, je t'avouerai, avec la CAQ, c'est que là, on se paie d'illusions. Moi, j'appelle ça, c'est comme une forme de nationalisme où on se fait à croire que le Québec est comme un pays souverain. Donc, on fait des lois, puis on va peut-être faire une constitution pour dire qu'on est un pays souverain. Mais, dans les faits, qu'est-ce qu'on fait? On entretient l'illusion d'une capacité d'autodétermination du Québec dans le Canada, alors que dans les faits, on est en train de connaître, que j'y reviens, une noyade à marche forcée. Si la CAQ était sérieuse en ces matières, elle nous dirait, imaginons, je leur demande même pas d'être indépendantistes demain matin, elle nous dirait, on a besoin, il faut que le multiculturalisme canadien ne s'applique plus au Québec. Il faut que la loi fédérale sur les langues officielles ne s'applique plus au Québec. Il faut que le Québec soit maître à 100% de son immigration. Il faut, et là, il y a une série de il faut, et puis là, dans ce cas-là, si le gouvernement fédéral était prêt à concéder ça, on pourrait dire, ben là, on a fait un vrai gain d'autonomie. Mais moi, je commence à avoir un peu assez de l'autonomie de papier, l'autonomie symbolique, l'autonomie artificielle. C'est comme si c'est l'autonomie du gars qui se raconte une histoire sur lui-même puis il finit par y croire même si c'est pas vrai. Tu sais, c'est le gars qui pèse 400 livres mais qui dit au fond de moi-même, je me sens mince, je me sens mince, je me sens mince. Puis à un moment donné, il sort de chez lui puis il est pas mince, il est immense. Bon, à un moment donné, donc il y a quelque chose dans le discours caquiste qui relève pour moi de l'illusion entretenue sur soi-même. Donc, à un moment donné, le rôle des nationalistes conséquents, c'est de dire, amis caquistes, avec ce que vous allez faire, vous allez d'aucune manière arrêter l'effacement rapide de la culture québécoise au Québec, l'identité québécoise au Québec. Ça, c'est factuel. Ensuite, s'ils veulent, comme nous donner des petits moyens pour nous défendre un petit peu dans un cadre qui fondamentalement nous est hostile, ben OK, je peux bien applaudir ça. Mais moi, je vais vous proposer l'envers de cette médaille-là avec cette espèce de tentative autonomiste à mi-chemin, là, parce qu'on est dans les limites. C'est que la réalité, cependant, c'est que le Québec, dans sa quête d'autonomie sous la CAQ, parce que c'est un gouvernement et un premier ministre qui ne s'intéresse, mais zéro puis une barre au Canada,
continue à évoluer complètement en marge du reste du pays, sous prétexte d'aller dans sa quête d'autonomie et de défense des intérêts du Québec et de la nation québécoise. Mais ce faisant, il continue à creuser cette espèce de gouffre de conscience de l'autre entre le Québec et le reste du pays, et dans une position où dans le reste du Canada, le Québec compte de moins en moins. Et ça, le risque, moi je pense que ça pose pour le Québec à terme, c'est que là tu te retrouves avec le pire des deux mondes, où tu n'as pas la souveraineté, tu n'as pas un rôle prépondérant dans le Canada. Puis on le voit très clairement en ce moment avec tout le débat qui entoure les ripostes, qu'est-ce qu'on va faire avec les tarifs de Trump, etc. On parle des autos de l'Ontario, on parle des hydrocarbures, on parle de tout, mais le Québec est complètement absent de la conscience collective là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui est pas intéressé par le reste du Canada. Fait qu'il essaye même pas de faire valoir qui compte, qui pourrait compter et qui devrait compter. Et ça, dans cette quête autonomiste, il y a un risque, tu sais. Là, si je peux me permettre, le Canada n'a pas eu besoin de François Legault pour ne pas tenir compte des intérêts du Québec. Je veux dire, à un moment donné, le Canada est fondé sur cette idée. En 1982, par exemple, quand on a rapatrié la Constitution, sans même le consentement d'un des peuples fondateurs, François Legault était pas là. Donc moi, ce que j'en comprends, c'est que historiquement, le Canada traite le Québec comme une province. En fait, c'est la province francophone vaincue. On les tolère pendant qu'ils sont encore là, mais ce ne sont pas des partenaires égaux. Ça, fondamentalement. Donc, de ce point de vue, le Canada fixe son intérêt national en fonction de ce qu'il croit bon, puis le Québec est toujours structurellement secondaire là-dedans, puis décider de culpabiliser parce que le Canada nous aime pas suffisamment pour tenir compte du Québec dans son intérêt général. Donc, tu dis que c'est la faute de François Legault qui est trop autonomiste. Non, je dis pas que c'est la faute. Je dis que quand tu es strictement autonomiste, sans l'un, sans l'autre, tu te retrouves assis entre deux chaises. Et ça, dans le contexte politique actuel, tu devrais être content. Je fais valoir que tant qu'à être séparés, on serait mieux d'être souverainiste. Là, j'ai bien compris. Tu argumentes contre toi-même, là. Non, j'ai bien compris. Soit t'es souverainiste. Non, mais c'est ça, c'est que soit t'es souverainiste, soit t'es dans le Canada, mais tu peux pas être entre les deux. Oui, mais l'autre option n'existe pas. C'est que le fait est qu'il y a une option qui a travaillé l'imaginaire des Québécois longtemps, c'était l'autonomie. Le Québec fort dans le Canada uni, un Québec distinct, mais dans la fédération. Et ça, c'est l'illusion qu'entretient François Legault. Puis moi, ce que je reproche à François Legault, c'est que je suis persuadé, au fond de moi, je me trompe peut-être, qu'il n'y croit pas. Il est prisonnier d'une alliance qu'il a fait au début des années 2010 quand il a créé son parti, mais lui-même sait très bien que c'est une impasse. Et Jean-François Roberge, il y a quelqu'un qui va essayer de me faire croire que c'est un fédéraliste. Tout le monde sait très bien que cet homme-là va dire oui. Donc, oui, vas-y. Oui, non, Mathieu Emmanuel, quand j'avais 18 ans, je demeurais chez mes parents, mais j'occupais le sous-sol, OK? Et il y avait une porte avec un escalier qui donnait directement dans le sous-sol. Mes amis passaient par là. Reste, Emmanuel, que je demeurais chez mes parents. Et quand ils venaient, mes amis, il y avait beau avoir un escalier puis une porte qui donnait directement dans le sous-sol où je demeurais. Il arrivait chez mes parents, puis c'est mes parents qui disaient, ben là, il est trop tard, vous devez sortir, baisse la musique, puis buvez pas de l'alcool, prenez du jus de pomme. Oui, mais si pendant 6 mois, tu montais pas en haut, puis tes parents savaient pas que tu étais là parce que tu étais dans ta quête d'autonomie, tu pourrais pas reprocher à tes parents d'oublier de faire une portion de souper à Noël. Ouais, mais oui, on va lâcher les métaphores familiales, là. Le poids du Québec dans la fédération est en baisse constante. Ça, c'est pas parce qu'on n'est pas volontaire. C'est parce que le Canada est dans une forme de révolution démographique accélérée. Le poids des francophones au Québec est en train de baisser en deçà d'un seuil critique. Donc, à un moment donné, on doit bien comprendre que même on serait les fédéralistes les plus, tu sais, des espèces de Claude Ryan enthousiastes qui croient au projet canadien, puis on pense que le Québec peut jouer sa carte là-dedans. C'est tout simplement impossible. Je veux dire, je reviens avec mon idée. Je parlais du cul de jatte tantôt. Un manchot ne peut pas gagner un match de boxe. C'est comme ça. Et bien là, on nous demande aux manchots de gagner le match de boxe. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne soirée. Je peux pas battre le manchot, là. Je m'incline. Salut. Au revoir.